Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Homie Moms sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la culpabilité du deuxième enfant et tout ce qui va autour de ça. J'ai avec moi aujourd'hui une invitée très très spéciale et je suis très contente qu'elle soit avec moi aujourd'hui. Je la laisse se présenter. Bonjour, merci Joanne pour l'invitation sur ce sujet hyper important dont on a un petit peu parlé et on sait qu'on va avoir des choses à dire. Déjà, pourquoi je voulais parler de ce sujet? Je sais qu'il y a beaucoup de tabous sur le deuxième enfant, ou le 2, le 3, le 4, le 5, enfin, à chaque fois qu'il faut repenser à faire un enfant ou pas. Et c'est vrai que je vois pas beaucoup de documentation sur ça, d'accompagnement sur ça, de vidéos sur le thème du deuxième enfant, sauf sur TikTok. Soit des vidéos très très négatives, soit des vidéos super positives. T'as beaucoup ce truc de soit tu fais un enfant très très rapproché, et du coup t'as beaucoup la vibe et la trend des mamans qui ont fait des enfants très très rapprochés pour que leurs enfants soient petits, ensemble, grandissent ensemble. Et t'as de l'autre côté des enfants super écartés parce que les parents ne veulent pas du tout de deuxième enfant. Et je me disais, ce serait cool d'avoir ton avis, toi, en tant qu'experte, et aussi d'avoir ton retour d'expérience par rapport aux femmes que tu rencontres tout le temps. T'as beaucoup ce truc de personnes qui ont peur d'avoir un deuxième enfant. Moi, par exemple, j'ai trop peur d'avoir un deuxième enfant parce que je me suis dit, mais comment ça va se passer? Est-ce que je vais lui donner autant d'amour que le deuxième? Est-ce que je vais l'aimer pareil? Est-ce que je suis prête? Est-ce que financièrement ça va aller? Est-ce que je serai gérer deux personnes en train de pleurer en même temps? Enfin, tu sais, t'as tellement de questions qui tournent autour de ça que je voulais un peu t'en parler pour qu'on voit ensemble ce sujet. Effectivement, c'est un vrai sujet. Moi, en tant que sage-femme, là, ça fait 2 ans que j'exerce au même endroit. Avant, j'étais plutôt nomade. Et du coup, c'est trop chouette parce que je vois les femmes venir pour le deuxième enfant. Non. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai découvert qu'une patiente allait revenir pour le deuxième. On en avait parlé un peu sur une visite classique de gynéco et je suis trop contente. Le deuxième enfant, c'est très compliqué comme sujet, déjà parce qu'on nous dit réarmement démographique, il faut refaire des enfants. Sauf que derrière, on n'a pas forcément l'infrastructure pour. Après, il faut savoir que le premier enfant, c'est très, très particulier. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse. Et en général, avec un deuxième enfant, ça coule un peu tout seul pour tout ce qui est accouchement, postpartum. Le fait d'être déjà passé par là, les femmes, elles savent ce qu'elles veulent pas, comment ça fonctionne. Voilà. Donc déjà, ça va être un peu plus facile. Mais il y a beaucoup de questions autour du deuxième enfant, notamment quand est-ce que c'est le bon moment pour le faire. Il y a ce qu'on appelle la tachyparité. Donc tachus, ça veut dire rapide, et parité, c'est accouchement. Donc en fait, c'est un accouchement rapide après le premier. Donc c'est par exemple les femmes qui vont tomber enceintes sur le retour de couche ou vraiment dans l'année qui suit. Alors, c'est un vrai sujet, parce qu'il y en a plein qui pensent que tant qu'elles n'ont pas leur retour de couche, en fait, elles ne peuvent pas tomber enceinte, sauf qu'on peut tomber enceinte avant le retour de couche. Donc, parfois, on l'attend pendant 9 mois, le retour de couche. C'est ça. Voilà. Donc, la tachyparité au niveau du corps physique, c'est pas forcément conseillé, parce que le corps, il a déjà fait un marathon qui a duré 1 an avec les 9 mois de grossesse, plus les 3 mois de postpartum, ce qu'on appelle le 4e trimestre de la grossesse. Donc, c'est pas forcément conseillé. Après, celles qui le souhaitent, c'est génial. Enfin, voilà, c'est un super projet. Y en a qui disent qu'il faut lancer le deuxième avant que le premier soit sorti des couches, parce qu'une fois qu'on sort des couches, on n'a plus envie d'y rentrer. Et puis, il y a aussi la question, t'en as parlé un petit peu, donc c'est pas exhaustif, hein, mais la question de la charge, de la garde. Il y en a qui attendent que l'aîné rentre à l'école pour pas avoir à payer 2 moyens de garde en même temps. Ouais. Donc, en fait, je suis pas sûre qu'il y ait un âge idéal. Je pense que chaque âge a ses avantages et ses inconvénients. Clairement, sur une tachyparité, c'est un peu chaud patato, parce que les 2 petits êtres humains qui ont été créés sont absolument pas indépendants pour manger, pour marcher, donc c'est très très fatigant. Après, ils grandissent ensemble, ils sont proches en âge, donc c'est chouette aussi. Et inversement, quand il y a 6 ans, 10 ans d'écart, en fait, le lien est peut-être plus facile entre les parents et les aînés. Il y a peut-être un peu moins de gestion de crise à faire, parce que l'aîné, il peut verbaliser ses besoins, il peut aussi participer au fait d'élever le petit frère, la petite sœur, etc. Donc en fait, je ne pense pas qu'il y ait un âge idéal pour les enfants.
Je pense que pour ceux qui souhaitent un deuxième enfant, le moment idéal, c'est le moment qu'on choisit. Parce que là, on parle de faire un deuxième enfant, mais parfois le choix s'impose à nous. C'est-à-dire que les choses, elles arrivent comme elles arrivent et on finit toujours par se débrouiller. Mais quand c'est un projet qui est choisi, qui est voulu, en fait, si vous avez envie, allez-y. Si vous n'avez pas envie, n'y allez pas. Moi, la chose que j'ai apprise en tant que sage-femme, c'est que si on veut pas d'enfant, il faut pas se forcer parce qu'on nous dit qu'il faut le faire ou pas, quoi. Ouais, bien sûr. Mais cette phrase, elle est ouf parce que pour le coup, quand t'as pas d'enfant, bah, c'est quand t'as un enfant. Quand t'as le premier, bah, c'est quand le deuxième, il lui faut quand même quelqu'un avec qui... Et quand t'es enceinte du troisième, encore. Encore, c'est ça. Ou sinon, ah bah, si t'as 3 garçons, mais il manque la fille, bah, du coup, c'est pour quand la fille? Donc, c'est vrai que t'as beaucoup ce truc des personnes qui nous encouragent à avoir des enfants, mais pour le coup, c'est pas les mêmes personnes qui vont vouloir le garder. À 2h du matin, À ils 2 sont heures pas du là. matin. Donc, ouais, non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Et du coup, pour toi, donc, si je comprends bien, pour toi, le choix, en tout cas, de refaire un deuxième enfant, devrait être un choix pensé en avance. Mais pour les cas où c'était pas prévu, et où tu peux être un peu pris de court parce que c'était pas prévu, mais en même temps, bon, t'es quand même un peu content parce que tu te dis, bon, bah, le deuxième, voilà, tu vois. Comment gérer tout ça? Il y a des moments qui peuvent aussi un peu tomber en dépression parce que c'était pas du tout prévu, ils savent pas trop comment faire, mais le fait de passer à un avortement, c'est pas trop dans leur plan non plus. Comment gérer ça quand le deuxième, il est venu un peu comme ça en surprise? Il faut savoir que nous, en tout cas, moi je suis sage-femme, hein, mais une patiente qui vient pour un deuxième enfant, moi je demande toujours si cet enfant il a été attendu longtemps. Ouais. Alors l'idée c'est de trouver la bonne formulation, C'est ça. parce qu'une personne qui va dire ah oui très longtemps, en fait parfois elle va nous dire qu'elle est passée par une PMA, etc. Donc c'est des profils psychologiques qui vont être différents. Les questionnements vont être différents aussi pendant la grossesse. Les projets de naissance, parfois, sont vraiment différents. Y a des personnes qui vont dire « Ah non, c'est une vraie surprise, etc. » Dans ces cas-là, c'est des personnes qui vont avoir besoin d'un peu plus de temps pour atterrir parce que les 4 premiers mois, c'est un peu je suis enceinte, pas enceinte, c'est long, je vois pas mon ventre, je sens pas les coups de pied, etc. Et il y a des personnes qui vont dire « Ah non, c'était tout à fait planifié, on a commencé à essayer il y a 3 mois, etc. » Donc en fait, moi, au niveau de l'accompagnement, je ne vais pas proposer la même chose. Et dans les cas peut-être plus extrêmes où les patientes, en fait, on les voit une première fois pour une demande d'interruption de la grossesse et qui finalement ne viennent pas au rendez-vous pour la prise de médicaments ou nous rappellent en nous disant non, en fait, je crois qu'on va poursuivre la grossesse. Ouais. Nous, c'est des choses qu'on va noter dans le dossier et qu'on va suivre pour voir si la grossesse, elle va être acceptée et par la suite, l'accouchement est accepté et par la suite, le postpartum est accepté, etc. Donc, c'est des choses qu'on va suivre, qu'on va essayer de réinterroger régulièrement. Et puis, une fois que la patiente, elle me dit non, c'est bon, il est là. Et puis d'ailleurs, j'ai acheté un petit lit. Et puis voilà, elle se caresse le ventre, tout ça. On se dit, bon, allez, hop, c'est passé, on n'en parle plus de cette histoire. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de culpabilité de la part des mères de se dire, mais en fait, j'ai songé à pas le garder, mais bon, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. En fait, la culpabilité, c'est un mot très important dans la maternité et la parentalité. La culpa, c'est la faute, en fait, c'est la négligence. Donc, c'est quelque chose de très fort, surtout dans un monde où c'est les mères qui sont 100% responsables de tout. Alors, ça a tendance à changer, mais c'est un sujet qui est très, très présent. Et moi, je le vois déjà beaucoup pour les premiers, mais pour le deuxième, je les vois encore plus parce qu'il y a l'interrogation de l'aîné. En fait, et c'est Clémentine Sarlat dans La matrescence qui disait dans un épisode dédié justement aux fratries, qui disait, mais en fait, moi, mon aînée, je lui ai pas demandé si elle voulait qu'on ait un autre enfant. Et donc, il y a beaucoup de culpabilité là-dessus, de se dire, mais en fait, mon aîné, on a une relation, on va changer cette relation en agrandissant la famille. Comment gérer ça? Il y a beaucoup de femmes qui disent, mais en fait, avec l'aîné, je vais pas pouvoir passer autant de temps que ce que je passais avant, parce que je vais devoir dédier du temps à ce nouvel enfant. Et d'autres femmes qui, à l'inverse, se disent, en fait, ce nouvel enfant, je vais pas accorder autant de temps à ma grossesse et à ce nouvel enfant parce qu'il faudra que je gère l'aîné. Donc, le temps, on peut pas le multiplier. C'est ça. Donc, comment gérer ça sans qu'il y ait de faute, de négligence? Et il y en aura pas. Mais c'est un sujet très, très fort pour un deuxième enfant. Un troisième enfant, maman, elle se pose plus de questions. Ça roule. Ouais. Mais c'est fou parce que cette question de... Je n'ai pas posé la question à mon aîné. Moi-même, je n'y ai jamais pensé parce que... Oui, il a 2 ans. Hein. Oui, c'est vrai, mais finalement, quand tu réfléchis à faire un enfant, un deuxième ou un troisième, tu poses pas vraiment la question... Enfin, tu poses pas tout de suite la question de
la conséquence que ça va avoir sur le deuxième. Je pense que c'est quand tu es enceinte, du coup, que tu te dis, ah mais mince, est-ce que ça va bien se passer? Parce que tu as beaucoup aussi ce truc de la jalousie un peu entre enfants, etc. Je sais que moi, mon petit, il est très jaloux. En tout cas, il est dans sa phase de jaloux, même quand je calcule un autre enfant et maman, c'est ma maman. Bon, il est un peu comme ça. Mais c'est vrai, du coup, je pense en tout cas que certaines femmes peuvent se poser la question de est-ce que mon bébé va accepter? Est-ce qu'il va pas être aussi malheureux d'avoir peut-être moins d'attention? Du coup, toi, comment, en tout cas, tu accompagnes les femmes dans tout ce processus psychologique, parce que c'est très psychologique aussi, c'est des peurs, des pressentiments, des choses aussi qui nous viennent peut-être un peu de la famille ou quoi, ou des traumas qu'on a pu avoir, parce qu'il y a des femmes qui ont vécu dans des familles où voilà, peut-être la grande sœur était un peu mieux traitée que le petit ou vice-versa. Comment toi tu accompagnes les mamans et qu'est-ce que tu leur dis pour justement déconstruire un peu ce genre de pensée qu'elles vont peut-être moins aimer le bébé ou plus aimer le grand que le petit? Comment tu les accompagnes toi sur ça? Mais il y a plusieurs sujets, hein. Il y a le sujet déjà de la gestion avec l'aîné et souvent ce que je leur dis c'est que en fait les enfants ils sont fabuleux. Parce que suivant l'âge, ils vont se comporter différemment. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, un enfant de 6 ans, il va exprimer ses besoins. Et parfois, c'est même l'enfant de 6 ans qui a des copains, copines, qui ont des frères et sœurs, qui réclament aussi l'enfant. Du coup, c'est vraiment un projet de famille. Alors qu'un enfant de 2 ans, il peut quand même moins exprimer ses besoins. Mais par contre, là où ils sont géniaux, c'est que souvent, avec le nouveau-né, ça se passe bien. Ça se passe bien avec le nouveau-né parce qu'ils ont ce côté, et ça on le voit avec la crèche, souvent les grands, ils font des spectacles aux petits où ils viennent faire des bisous, etc. Les virus. Mais en fait, ça se passe bien entre enfants, en général. Par contre, ça change la relation avec le parent parce que l'aîné va... Alors souvent, je dis l'aîné parce que là, on parle du deuxième enfant, mais quand il y a 3 enfants, par exemple, c'est celui du milieu. C'est-à-dire l'ancien petit dernier qui a souvent tendance à réaffirmer sa place dans la famille, en expliquant qu'en fait, lui aussi, il aimerait qu'on passe du temps avec lui ou elle, qu'il peut y avoir des régressions, donc c'est-à-dire que c'est un enfant ou une enfant qui, d'un seul coup, va arrêter de manger seul et voudra qu'on lui donne la cuillerée, des enfants qui vont revenir dormir dans le lit des parents, des enfants qui vont vouloir goûter aussi le tété parce qu'il ne comprend pas pourquoi le bébé, il a faim et que lui, il n'a pas droit. Spoiler, c'est pas dangereux, vous pouvez y aller. Des enfants qui, s'ils avaient retiré la couche, en fait... se remettent à réclamer des couches. Enfin, voilà, il peut y avoir une phase de régression, mais en fait, c'est une demande d'attention. Et ça, souvent, ça se manifeste déjà dès la fin de la grossesse et ça dure un petit temps après l'accouchement. Pour un deuxième enfant, peut-être les 2 seuls conseils que je pourrais donner, le premier, c'est déjà faites confiance à votre enfant. Enfin, voilà, ils sont plutôt chouettes avec les tout petits. Effectivement, il y a plein de choses on peut préparer ou ne pas préparer avec des livres, en discutant, etc. Après, un enfant de moins de 2 ans, ça reste quand même abstrait, cette notion de petit être humain dans le ventre, tout ça. Et parfois, ils sont trop mignons, ils mettent le doudou en disant « moi aussi, je suis enceinte de mon frère ». Enfin, voilà. Et deuxième conseil que je donne, ça va être préparer votre séjour à la maternité. Parce que parfois, le moment de l'accouchement, c'est la première fois de votre vie que vous êtes séparés pour 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits de l'aîné. Et ça surajoute en fait au stress ou à l'inquiétude ou s'il y a des angoisses, etc. Donc vraiment préparez ça et que soit vous partez, je sais pas, faites-vous un week-end en thalasso pendant la grossesse, vous le laissez avec votre conjoint, votre conjointe, ou si vous avez confiance, papy, mamie, des amis, etc. Donc préparez vraiment le séjour à la maternité. Moi j'ai des patientes, elles arrivent avec moi, je leur dis en fait comment vous allez aller à la maternité. Elles me disent, je dis qu'est-ce que vous faites de l'aîné? Ah, on n'y avait pas pensé. Si, ça il faut le préparer un petit peu avant parce Donc, qu'après ça donne des scènes à la maternité qui sont déchirantes pour tout le monde. C'est vrai. Peut-être c'est des parents qui n'ont pas pris l'habitude de laisser les enfants peut-être 1 nuit ou 2 nuits à des proches, c'est ça? Parce que, par exemple, moi je sais que demain, mon petit, comme il a l'habitude d'être chez les grands-parents, il ne va pas trop stresser d'être 2-3 jours chez les grands-parents. Mais tu as déjà vu, toi, des couples qui n'ont pas l'habitude du coup de laisser les enfants et du coup les enfants ils doivent être en stress, non? Déjà, c'est un événement important. Et puis souvent, on dit maman, elle est à l'hôpital. Alors, oh mon Dieu, l'hôpital, elle doit être malade, etc. Et puis en plus, ils sont chez papy, mamie. Puis ils vont la voir dans une chambre 1 heure. Alors,
Franchement, vos aînés, ils en ont rien à faire quand vous êtes à la maternité. Ouais. Ils vous font un bisou, après ils appuient sur tous les boutons et après ils demandent quand est-ce qu'on repart. Mais en fait, ça fait trop de changements d'un coup. Pareil, en plus, quand c'est un enfant qui a 3 ans, bah, en fait, il y a la rentrée à l'école et puis il y a le deuxième. Et puis, en fait, faut habituer au changement et notamment au séjour à la maternité. Moi, je trouve que c'est important parce que plus d'une fois, il y a des patientes qui demandent à sortir 24 heures après la naissance parce qu'elles n'en peuvent plus de ne pas être chez elles avec leur aîné, qu'il leur manque trop, etc. Et je l'entends. Maintenant, le nouveau-né qui a 24 heures, on n'est pas tout à fait sûr à 100% qu'ils sont en parfait état de marche. Donc, on est un peu frileux à les laisser sortir en précoce. Donc, en fait, ça Mais peut les mères, même elles faire- veulent pas sortir elles veulent pas sortir sans le bébé et ça se comprend totalement. Mais du coup, ça crée des scènes en maternité ou parfois même en salle d'accouchement. Hein. Moi, j'ai une patiente qui a très mal vécu son accouchement, qui pourtant sur le papier se passait bien. Parce que, en fait, à la nuit tombée, elle s'est rendue compte que c'était la première fois qu'elle passait une nuit sans son fils de 18 mois. Et c'est parti. Ouais, non, ça a été hyper compliqué. Ça a été une crise. On a eu du mal à discuter avec elle. Elle n'était plus du tout en état de discuter. Enfin, voilà. Donc, ça permet d'éviter ça aussi. Oui, bien sûr. Puis en plus, avec la chute des hormones, l'accouchement, elle n'était même pas du tout dans son état normal, donc ça a dû être difficile. Donc comme quoi, il faut quand même se préparer un peu en avance, préparer l'enfant, préparer la famille et la mère aussi finalement, parce que là, moi je pensais que ça allait être peut-être un peu plus compliqué pour l'enfant, qu'il allait nous faire une petite crise. En fait, non, c'est la maman qui a pas l'habitude et qui est dans un chamboulement. Moi, je me souviens, ça n'a rien à voir, mais quand j'ai accouché, je me souviens que quand il est sorti, je dis mais non, je suis pas prête. Qu'est-ce qu'on fait là qui le prend? J'étais en PLS parce que du coup, en fait, trop d'émotions. Tu viens d'accoucher, il est sorti, il est plus dans ton ventre. Donc c'est vrai que dans un état émotionnel où tu racontes n'importe quoi. Et puis tu es sous gaz aussi. Pour certaines, tu es sous gaz, sous péridurale, tu sens rien. Donc tu dis n'importe quoi, tu ressens plein d'émotions. Donc ouais, si allié à ça, il n'y a pas eu ce temps de séparation un petit peu, en tout cas avec le premier, c'est vrai que ça peut être c'est encore compliqué. Pire, ouais, non, mais je comprends. Non, mais moi, ça m'avait marqué parce que cette famille, la mamie, elle était en salle d'attente à 1h du matin avec l'aîné de 18 mois. Et ils voulaient absolument qu'il rentre en salle de naissance, etc. Alors, je sais que ça se fait dans d'autres pays où les accouchements se font dans le salon, etc. En France, je crois pas, non. En tout cas, ici, ça se... Il y a des... Enfin, voilà, c'est possible. C'est pas illégal d'accoucher à la maison. Ouais. Par pitié, si vous le faites, soyez accompagné d'une sage-femme. Oui. Si vous avez le temps. Mais du coup, à l'hôpital, c'est beaucoup plus compliqué. Pour un enfant de 18 mois, c'est juste pas possible. Enfin, on a du matériel très sensible. Je voudrais pas qu'il se fasse mal en chopant, je sais pas, une aiguille en ouvrant. Ou voilà, ça crée peut-être plus de stress. Après, c'est peut-être aussi à nous, dans le système hospitalier, de repenser les choses autrement. Oui, aussi. C'est sûr. C'est vrai que en tout cas, je t'en avais parlé, je crois, d'une amie qui vivait en Suisse et qui avait vraiment des maisons de naissance pour des vrais accompagnements. Tu avais une cuisine, déjà le lit pour les 2 parents, mais ça, déjà, juste le lit pour les 2 parents, le papa qui ne dort pas par terre. Je pense que l'hôpital a beaucoup à faire en France parce que c'est vrai que déjà, l'hôpital, ça rajoute du stress. Juste se dire que tu vas accoucher à l'hôpital, c'est du stress. Parce que quand tu vas... Ça dépend des mamans. Ça il y en dépend a qui des se mamans. sentent en sécurité. C'est vrai qu'il y a côté sécuritaire et côté, bon, au moins tu sais que ça va bien se passer. Moi, j'avais un peu les deux, mais c'est vrai que la période où j'ai accouché, l'hôpital public, c'était chaud, quoi. C'est-à-dire, même quand tu étais enceinte et que tu étais en situation d'urgence, bah, tu attendais quand même beaucoup parce que il y a toujours plus urgent que toi. En tout cas, le service des urgences. Après, quand tu es dans la maternité, c'est bien, ça se passe bien, tout le monde est sympa, tout le monde est cool. Mais je pense que quand même, on aurait beaucoup à faire. Ne me lance pas sur le sujet de l'hôpital. On peut en parler aussi. Je tiens juste à dire que les sages-femmes qui travaillent à l'hôpital, elles font un travail formidable. Oui. Celles qui sont à l'hôpital, c'est celles qui ont encore la force de se battre pour bien faire leur travail. Mais je pense que oui, on aurait des choses à faire. Alors, la maison de naissance, ça existe en France. Et il y en a qui sont encore au statut expérimental. D'accord. Parce que voilà, pouvoir politique, machin. Mais c'est vraiment un sas. C'est-à-dire, c'est tu viens, tu donnes naissance, et après, tu repars à la maison. Donc, en fait, ce grand lit, finalement, tu dors pas pendant 3 jours. Ouais. Maintenant, je sais qu'il y a... Moi,
j'ai travaillé dans certaines cliniques privées où, en fait, si tu payes un supplément, ben, tu peux avoir ton conjoint, ta conjointe qui dort avec toi dans un lit électrique. Oh my Alors God. ça, voilà. Mais n'empêche, ça rajouterait peut-être moins de stress Bah, à la famille, au couple, non, pour l'accouchement, peut-être moins. je n'étais pas encore diplômée. Je travaillais en tant qu'auxiliaire puéricultrice dans une clinique privée. Et il y a un papa qui, tous les jours, déposait l'aîné avec le lit parapluie, l'aîné de 18 mois, dans la chambre de la maman et qui partait. Pourquoi ? Je sais pas ce qu'il partait faire parce qu'il y a le congé paternité. Oh my God. Et en fait, cette maman, elle se retrouvait à gérer son aîné de 18 mois toute la journée, seule, dans un environnement pas franchement adapté. Parce qu'elles sont pas très grandes, les chambres de maternité. Et un deuxième petit bout. Et spoiler, l'allaitement se passait pas bien. Ouais, bah oui. Parce qu'elle n'était pas pleinement disponible pour ce deuxième, etc. Alors qu'en général, un deuxième allaitement, ça démarre plutôt bien dans le sens où les seins, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc parfois, la montée de lait est plus simple. On se pose moins de questions. On sait qu'il faut le brancher, que ça dure un certain temps. On se pose moins de questions. Donc souvent, un deuxième allaitement démarre mieux qu'un premier. Mais ça demande une grande disponibilité. Du coup, il faut pas passer 100% de son temps avec l'aîné, donc il faut aussi un conjoint et une conjointe disponible pour ça. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux parce que les mères se disent, en fait, j'arrive pas à allaiter mon deuxième, enfin en tout cas pour cette maman-là, j'arrive pas à allaiter mon deuxième parce que je lui donne pas assez de temps, mais en même temps, il faut que je donne du temps à mon premier. Et c'est trop. Et donc, il y a cette notion de culpabilité de, en fait, c'est ma faute. C'est forcément ma faute. Alors que le conjoint, la conjointe peut aussi prendre sa part du travail à ce moment-là. Et comment justement tu gères la culpabilité d'avoir le projet de faire un deuxième ou d'avoir juste un deuxième enfant parce que ça ne doit pas forcément être évident de sortir de ce sentiment de culpabilité. Comment on fait pour déjà se rendre compte, parce que peut-être tu as ce truc de mais non, je me sens pas coupable, ça va, alors qu'au fond de toi, tu as ce petit sentiment de culpabilité. Comment on gère ça? Alors, j'ai envie de dire la culpabilité avec la responsabilité. Parce que si on n'est pas responsable, on ne peut pas être coupable. Et la responsabilité, je pense que c'est le gros sujet pour les parents. C'est vraiment ce qui nous tombe dessus. Donc, moi, souvent, c'est ce que je dis aux parents. Je dis, bienvenue dans la parentalité. Si vous vous sentez coupable, c'est que vous avez peur de mal faire. Quelque part, si vous avez peur de mal faire et que vous vous interrogez, c'est que vous êtes des bons parents aussi, quoi. Donc, je pense que c'est la culpabilité. Après, on la ressent à des degrés qui sont différents, qui peuvent être paralysants. Là, c'est vraiment un souci ou qui nous traverse l'esprit. Mais la peur de mal faire, je pense que c'est ça aussi qui fait un bon parent. Donc, j'ai pas de baguette magique pour retirer la culpabilité. Mais par contre, peut-être enlever 100% de la responsabilité de l'enfant à la mère, ça, ce serait peut-être pas mal. Que la responsabilité, elle soit un peu plus partagée. Et je prends un exemple classique. Qui prend les rendez-vous chez le pédiatre ? Maman. La plupart du temps, pas tout le temps, c'est la maman. Et si elle prend pas rendez-vous, est-ce que ce sera fait ? Moi, ça m'est arrivé d'avoir un papa qui vient en consultation pour peser l'enfant. Il sait pas me dire combien de fois par jour il mange. Il sait pas me dire s'il a des biberons, que le sein, ou... Il sait pas. C'est un deuxième, la maman était restée avec l'aîné. Il a pas le carnet de santé. Il sait pas me dire combien de fois par jour, en fait, il y a des urines, de quelle couleur sont les selles. Donc, en fait, j'ai pesé l'enfant. Ça, c'est fou, ça. Et je lui ai dit, en fait, je peux même pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Parce que il connaît pas le poids de naissance non plus. Et voilà, et je me dis, mais c'est son deuxième. Mais d'où aussi le fait que certains ne veulent pas d'autres enfants, parce que, au vu de la charge mentale des mamans et des femmes en général, parce que même quand t'es pas maman, je pense que quand t'es une femme, t'as juste une charge mentale dans la société. T'en as beaucoup qui ne veulent plus, pas faire de deuxième enfant, parce que pourquoi faire un deuxième enfant si toutes ces questions-là, il y a personne pour t'aider à côté. Et c'est vrai que du coup, la part du partenaire, elle est importante. Pour prendre une part des responsabilités. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, même dans notre vocabulaire, dès que j'ai l'impression que le papa fait quelque chose, merci de m'aider. Non, en vrai, tu es censé le faire. Mais j'ai l'impression que c'est aussi ancré un peu dans notre culture que comme on est maman, il y a des choses qui sont innées. D'où le fait que des fois, certains papas à la maternité, si elle va allaiter exclusivement, de toute façon, c'est ça qu'elle doit faire. Pourquoi elle ne le ferait pas ? Et c'est fou, on en parlait de toute façon dans un autre podcast, dans
On avait fait un podcast sur la sexualité dans le couple, qui est aussi importante pour le deuxième enfant, parce que c'est un gros sujet sur... Parce qu'il faut un peu comment que le deuxième arrive. Oui, pour que le deuxième arrive, il faut, mais même pour continuer à garder le couple après, comment est-ce que tu fais quand tu as 2 enfants, quand tu dois... Le premier programme du soir qui était pour un seul enfant, maintenant il est pour 2 enfants. Comment tu fais pour réorganiser la famille? Tout ça, c'est un gros sujet. Et ouais, la charge mentale, franchement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Et je pense que les papas, les papas ou les mamans, enfin en tout cas, peu importe, ont aussi à faire dans ça, quoi. En tout cas, le conjoint qui accompagne la personne qui a accouché, c'est super important de réfléchir à ça. T'as eu ça, toi, du coup, en cabinet, des situations comme ça? Nous, t'as réussi à rattraper le truc on sensibilise beaucoup. Moi, je demande par exemple à ce que les conjoints, les conjointes soient présentes aux séances de préparation à la naissance. Et souvent, c'est une question où les mères me disent, mais en fait, c'est quoi la séance où il doit être présent? Et je suis là, genre, toutes. Pas toutes. Il y a celle où on parle du départ à la maternité. En fait, qu'est-ce qui va vous conduire à la maternité? Qu'est-ce qui va mettre le sèche-cheveux dans la valise? Qu'est-ce qui va vous minuter les contractions? C'est pas vous, hein. Voilà. Et ensuite, il y a celui sur tout ce qui est gestion des contractions, la douleur, massage. Vous n'allez pas vous masser toute seule, hein. Et puis après, il y a celui sur pourquoi ça pleure un bébé? Qu'est-ce qu'on fait quand un bébé ça pleure? En fait, faut qu'il ou elle soit là. Et nous, on a développé, et ça se développe de plus en plus en France, des séances de préparation pour les coparents. Donc hommes, femmes, enfin voilà, exclusif, pas de femmes enceintes, mais parce que il faut aussi qu'on leur donne la place. Et en fait, je trouve ça hyper compliqué parce que nos pères, nos grands-pères, il y en a, ils n'avaient même pas le droit d'aller en salle de naissance parce que c'était un truc de femme, etc. Maintenant, les conjoints, les conjointes, aujourd'hui, on leur dit vous devez être présents, vous devez faire ci, vous devez faire ça, mais en fait, il n'y a pas de modèle. Donc c'est un modèle. Je trouve aussi. Et ils sont très peu accompagnés. Déjà. Aussi, faut pouvoir s'absenter du travail pour aller aux échographies, pour aller aux consultations, etc. Souvent, ils ont le droit à que quelques heures dans toute la grossesse, donc ils privilégient les échographies. Et c'est hyper important pour prendre conscience que l'enfant est là, commencer à se projeter, justement. Mais en fait, il y a tout ce qui est consultation prénatale, il y a toutes les séances de préparation à la naissance. On dit préparation à la naissance, mais le vrai nom, c'est préparation à la naissance et à la parentalité. Et je le dis encore une fois, la naissance, c'est que le début de l'aventure. C'est vrai. Et ça, c'est très particulier parce que ces séances-là, nous, on en propose 1 ou 2 par mois. Et en fait, autant pour les préparations à la naissance, les femmes, elles prennent rendez-vous à 6 mois, 7 mois de grossesse. Autant les coparents, ils prennent rendez-vous dans le dernier mois. C'est-à-dire qu'ils se réveillent un matin en se disant « Ok, à partir de maintenant, c'est n'importe quand. Donc, on va s'intéresser au sujet. » C'est fou parce que c'est totalement vrai ce que tu dis. Parce que même dans les premiers mois, je sais que j'avais eu un couple d'amis où le coparent disait mais Joanne, moi je sens pas l'enfant dans mon ventre puisqu'il est dans le tien. Du coup, je sais qu'il est là, mais il est pas vraiment là. Donc pourquoi aller au rendez-vous, etc. Puisque il allait au rendez-vous des échographies quand même, mais tous les autres pour lui c'était un peu pas du charabia, mais pour en gros soulager la maman de son stress, etc. C'était pas vraiment nécessaire parce qu'il sentait pas l'enfant et puis le ventre n'était pas encore aussi bien développé parce que pour un premier bébé des fois ça met du temps. Moi je sais que mon ventre il est sorti à 7 mois patate, mais sinon jusqu'à 6 mois j'avais pas de ventre. Et c'est vrai, du coup le coparent peut se sentir un peu biaisé parce qu'il se dit je sens rien, je vois rien, est-ce que c'est vraiment là, quoi. Donc même c'est dommage parce que je trouve qu'on pourrait beaucoup accompagner les hommes dans ça, sur comment accompagner vos femmes, tu vois. Parce que pour ceux qui viennent. Même lui dire qu'en soi, parce que tu ne sens pas dans le ventre, il n'est pas vraiment là, ça ne se dit pas, parce qu'en vrai, l'enfant, il est là. Mais ouais, ils ne viennent pas beaucoup, du coup, tu n'as pas beaucoup de... Alors, là où je travaille actuellement, c'est un peu biaisé parce que j'ai une patientèle qui projette beaucoup l'enfant, qui réfléchit beaucoup sur ces sujets-là, etc. Donc, on en a quand même. Mais après, je trouve ça normal qu'ils aient pas ce que j'appelle le temps d'atterrissage. C'est-à-dire que les 4 premiers mois, les femmes, elles se disent « je suis enceinte, pas enceinte, c'est un peu irréel, je vois pas mon ventre, etc. » Et en fait, ça commence à devenir concret quand il y a les premiers petits coups. Pour les coparents, souvent, l'échographie, c'est un premier pas, mais c'est quand l'enfant est là que ça devient réel. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est un petit peu tard. Parce qu'avec l'inquiétude, les questions, etc., souvent, le cerveau, il n'est pas pleinement disponible pour discuter. Ouais.
Là où je travaillais avant, je faisais que des visites à domicile. Je faisais que les visites à domicile de sortie de maternité. Donc vraiment, dans les 15 premiers jours, parfois je poussais un peu sur un mois quand il y avait des situations vraiment, vraiment particulières. Statistiquement, hein, je faisais en moyenne 6 visites par jour. Entre le mardi et le vendredi, je ne travaillais pas le lundi. Petit luxe. Sur les 6 couples, il y en avait au moins 2 où le papa n'était pas là. Alors, je ne parle pas des conjoints qui sont pas forcément régularisés, donc ils n'ont pas de congé paternité. Voilà, Mais en fait, j'en avais qui soit allaient dormir chez leur mère, soit partaient en week-end avec des copains, soit c'est la femme qui allait dormir chez sa mère parce qu'un bébé, ça pleure la nuit. Donc, il y a encore du travail à faire du côté des hommes. Et c'est pour ça que je dis ceux qui veulent venir, souvent, c'est ceux qui ont déjà initié un peu le processus de réflexion sur la responsabilité, etc. Mais il y en a beaucoup qui ne se sentent absolument pas concernés. C'est fou, ça. Et c'est hallucinant. Après, déjà, quand tu regardes le taux de patientes qui font de la préparation à la naissance, à la parentalité, qui ont besoin d'avoir ces enfants, ces informations-là, qui intellectualisent beaucoup, je crois qu'on est à 30% des femmes enceintes. Donc déjà, c'est pas beaucoup. Et parmi ces 30%, bon, allez, moi, là où je suis, j'en ai beaucoup qui sont accompagnés. Mais là où je travaillais avant, je suis dû en avoir 2 sur 2 ans, quoi. Gros travail à faire par rapport à ça, quoi. Pour ceux qui le veulent. Ceux qui ne le souhaitent pas, tant pis. Mais en fait, il y a des choses qui sont mises en place. Pas beaucoup. C'est pas assez médiatisé. Si on ne va pas chercher l'info, elle ne va pas nous tomber dessus. Il y a aussi des séances coparents. Je ne veux pas dire de bêtises. Je te donnerai le lien. Mais des ateliers spéciaux papa. Alors, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a plein de formes de famille aujourd'hui. Donc, il faudrait que ce soit des ateliers coparents qui sont mis en place. Mais ce n'est pas remboursé par la Sécu, ça. C'est ça, le truc. Et est-ce qu'il y a pour le sujet du deuxième enfant, il y a des accompagnements pour ça ou pas du tout? Pour le deuxième enfant, est-ce qu'il y a des trucs qui sont mis en place, à part parler par exemple à la sage-femme, au gynéco, au médecin, est-ce qu'il y a des ateliers peut-être qui peuvent aider aussi les femmes à gérer ça, ou c'est pas encore mis en place? J'en ai pas connaissance. Nous, on essaie de mettre ça en place depuis 2 ans. Un atelier spécial deuxième, troisième enfant pour faire un peu un condensé éventuellement faire une revue de ce qui s'est bien passé, pas bien passé pour les aînés, puis essayer d'améliorer. Ce serait génial, ça, tu vois, de pouvoir... Parce que je pense aussi que les mamans ont peut-être besoin aussi d'où l'intérêt aussi d'avoir peut-être un psy, mais de parler de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, le projet, du coup, qu'elles souhaitent mettre en place. Je pense que ce serait un peu génial, tu vois, d'avoir ce truc où tu parles et puis... pourquoi pas aussi parler avec d'autres mamans. En fait, je me dis qu'en France, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Déjà, c'est pour ça qu'on fait des podcasts, qu'on essaye de démocratiser un peu le truc. Mais c'est vrai que du coup, pouvoir faire le point sur, par exemple, le projet d'allaitement. Normalement, il y a un rendez-vous qui est prévu pour ça. C'est ce qu'on appelle l'entretien prénatal précoce, qui doit être fait autour des 4 mois. Et en fait, ça peut être fait par un médecin, ça peut être fait par une sage-femme. Et en fait, l'idée, c'est de faire le point sur les fragilités psychologiques passées, présentes et potentiellement futures. De la maman. Voilà. Alors, moi, je demande à ce que les couples viennent, parce que ça me permet déjà de rencontrer le conjoint ou la conjointe et de voir un peu la dynamique de couple, déjà pour ça. Et après, il y a énormément de ressources pour l'accompagnement, notamment en postnatal, et je pense au PMI, gros cœur sur les PMI, qui connaissent aussi les ressources pour les lieux d'accueil parents-enfants. On peut rencontrer des éducateurs de jeunes enfants pour articuler justement l'éducation au sein de la fratrie. Il y a énormément d'associations de mamans où elles peuvent discuter entre elles. Il y a celles qui s'organisent d'elles-mêmes. Je sais qu'il y a des groupes Facebook, maman en juin, maman en juillet, etc. Mais il y a beaucoup, des applications beaucoup de aussi pour les mamans, par exemple, dans la nuit, qui font la tétée de la nuit ou qui donnent le biberon la nuit. Il y a des groupes et tout. C'est vrai qu'on peut... Je pense qu'il y a plein de choses qui sont faisables. Mais oui, en tout cas, si on peut faire cet accompagnement-là, ce serait cool. Donc, voir un psy, ça, c'est bien. Faire alors, comment on appelle l'entretien prénatal précoce. Donc, à 4 mois. Pour toutes les mamans? Pour toutes les femmes enceintes. Pour toutes les femmes enceintes, ce serait cool. Et puis, continuer d'écouter le podcast au minimum aussi. Mais trop, trop bien. Et est-ce que, par exemple, on n'aurait pas des conseils à donner aux mamans, du coup, qui vont avoir un deuxième ou troisième enfant, des conseils peut-être pratiques, de choses qu'elles peuvent mettre en place pour préparer, du coup, aller chez le psy, faire les rendez-vous, mais qui peuvent peut-être préparer psychologiquement et physiquement aussi à l'arrivée du deuxième enfant.
tu avais dit tout à l'heure, jouer peut-être un peu plus avec l'enfant, le premier enfant, en essayant de lui expliquer. C'est ça, il y a beaucoup de littérature enfantine sur le sujet. Préparer la séparation à la maternité, que ce soit pas la première séparation qui y est. Ça, c'est autant pour la mère que pour l'enfant. Et puis, éventuellement, alors c'est après la naissance, mais ritualiser un temps avec l'aîné. Ça, c'est des choses dont ils ont beaucoup besoin. Ça peut être l'histoire du soir où en fait c'est le coparent, la coparent qui va gérer le nouveau-né ou la nouveau-née, et puis la mère qui reste avec l'aîné pour l'histoire du soir, pour le coucher, ou je sais pas, un petit rituel, un jeu de domino, ou voilà, vraiment avoir un rituel face à face pour les deux. Mais ça va dépendre des enfants, et voilà, créer le rituel qui convient à votre enfant, ce qui vous fait le plus plaisir à tous les deux, quoi. Et écoutez-vous. Ouais, je pense que c'est le plus important. Et du coup, pour l'arrivée de l'enfant, voilà, si on a des moments de jalousie, puisque ça arrive aussi que certains enfants soient en colère, frustrés, fâchés, à quel moment on doit s'inquiéter, à quel moment on doit consulter quelqu'un. Et je pense que ça peut être difficile aussi pour les parents de devenir un peu plus patients avec le deuxième dans ces temps-là. Donc quel conseil tu pourrais donner pour ces temps, en tout cas si les parents rencontrent des difficultés avec le premier? Je vous dirais, si au bout de 3 semaines après la naissance, c'est toujours la tempête émotionnelle matin, midi, soir, d'éventuellement aller en parler en PMI, en parler au pédiatre, etc. C'est assez sain que l'aîné marque sa présence en disant mais en fait je suis là, occupe-toi de moi, etc. Je crois que c'était sur les réseaux, je voyais une maman qui disait si les deux pleurent, occupez-vous de l'aîné et après du nouveau-né. Ouais, au bout de 3 semaines après la naissance, si les choses ne sont pas apaisées, éventuellement parlez-en au pédiatre, à la PMI, etc. et qui vous orienteront en fonction du besoin aussi de la famille. Mais c'est normal que pendant 15 jours, 3 semaines, il y a un peu de protestation pour que chacun retrouve sa place. Et très important au niveau du vocabulaire, en fait, votre petit bébé, vous allez l'appeler le grand, il va vous paraître immense par rapport au nouveau-né. En fait, votre enfant, du jour au lendemain, il ou elle change de statut. C'était votre petit bébé, ça devient un grand ou une grande. Donc, parlez plutôt d'aîné, de sœur, de frère. Évitez le qualificatif grand, sauf si ça, il ou elle en tire une fierté absolue. Mais de bien préciser qu'en fait, ça reste votre petit bébé toute la vie aussi, quoi. C'est vrai que les mots peuvent avoir un impact. Donc, quand tu passes de mon petit cœur, mon petit chou, ah non, mais toi, t'es un grand maintenant, toi, t'es un grand, ça peut lui faire de la peine, c'est vrai, et qu'on peut ne pas s'en rendre compte. Et à quel moment s'inquiéter quand ça peut peut-être... Parce que tu vois, t'avais dit un truc qui m'a un peu alertée, parce que je me suis dit, c'est bien, mais d'un côté, peut-être que c'est moins bien. Des troubles du comportement qu'il peut avoir face à l'arrivée du deuxième enfant, mais surtout des régressions. Enfin, par exemple, s'il commence à plus trop parler, à plus s'exprimer, tu vois, au début, s'il veut lui reporter des couches, pourquoi pas, il fait ça 1 semaine, 2 semaines, mais quand ça devient systématique, à quel moment s'inquiéter et surtout quoi faire si finalement tu as l'impression que l'arrivée du deuxième a créé une régression, mais une régression qui est un peu plus inquiétante que simplement lui aussi veut téter ton sein, tu vois ce que je veux dire? Non, en général, ça se fait tout seul? Ouais, ça se régule tout seul. D'accord. Typiquement, ceux qui reviennent dans votre lit la nuit avec les réveils nocturnes du nouveau-né, ils retournent assez rapidement dans leur chambre. C'est-à-dire qu'au début, ils ont besoin de savoir, ils savent qu'il se passe un truc la nuit dans la chambre. Ils comprennent pas quoi. Il y a un peu le FOMO, la peur de rater un truc hyper important. Ouais. Et en fait, ils voient qu'ils passent des sales nuits et ils repartent dans leur chambre. C'est rassurant, ça, quand même. Et si vraiment, au bout de 3 semaines, ça ne change pas, vraiment la consulter, faites-vous accompagner. Déjà pour qu'on vous dise que c'était normal que ça dure 2-3 semaines. Et voir s'il n'y a pas d'autres choses derrière qui serait concomitant à l'arrivée de l'aîné, mais qui n'aurait rien à voir. Il y a à l'arrivée du nouveau-né, mais qui n'aurait rien à voir. C'est plutôt ça. Quand tu dis qu'il n'aurait rien à voir, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'avait pas vu avant et qui s'est... En fait, il y a... c'est un exemple comme ça, imaginaire, mais imaginons que vous avez l'aîné qui refuse d'aller au pot, qui pleure à chaque fois qu'il a besoin de faire pipi, etc. Mais en fait, ça peut être des signes d'une infection urinaire. Qui n'a rien à voir avec l'arrivée du nouveau-né. Oui, je vois. Mais mais qu'on n'avait pas regardé, détecté avant, parce que
Parce que ça arrivait pile à ce moment-là, Oui, en oui, fait. oui. Ok, Et d'accord. que ça n'a rien à voir. Ouais, et de pas être stressé si jamais il y a des... Parce que moi, c'est ça qui me stresse un peu à l'idée de l'arrivée du deuxième, c'est qu'il y ait des nouveaux problèmes qui arrivent dans la famille, plus plein de nouveaux trucs à gérer. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Et je dirais qu'il y a moins de stress avec le nouveau-né. Parce qu'on sait comment ça roule, on sait que... Alors, en général, parce que chaque enfant est différent, mais en général, il y a un peu moins de stress, on se pose moins de questions de combien de fois il faut qu'il mange, etc. Mais oui, en fait, il y a d'autres questions parce que il y aura des nouveautés avec l'aîné. Un deuxième, c'est pas comme un premier. J'ai souvenir d'une maman, ça s'était hyper bien passé pour l'aîné. Je les vois pour la deuxième et je sais pas, je sens que ça va pas. Je la vois plusieurs fois. Elle me dit qu'en fait, elle arrive pas à s'attacher à son deuxième enfant, etc. En fait, ça s'est résolu tout seul quand son conjoint il est parti au travail. Parce qu'elle me disait en fait, il était tellement présent que moi, j'ai pas réussi à trouver ma place. Et quand il est reparti au travail, finalement, j'ai trouvé ma place. J'ai eu un tête-à-tête avec la petite, alors qu'avant, on était vraiment dans l'organisation. Et en fait, les choses, parfois, elles se remettent en place toutes seules. Comme quoi, il y a... C'était pas gentil pour son conjoint, Ah, mais oui, oui. voilà, Non, mais c'est comme peut-être ça qu'elle a avait besoin ressenti de les son choses. temps aussi avec l'enfant, elle avait besoin de peut-être un peu plus d'intimité. C'est vrai que... Chose qu'elle avait fait avec l'aîné, mais qu'elle n'avait pas pu faire avec la deuxième ça. encore. Ouais, ouais. Donc en fait, quand tu réfléchis bien, tu te rends compte que certaines routines qu'elle avait mises en place, elle a peut-être pas eu le temps de le faire avec l'autre, mais qu'au final, ça s'est bien passé. Non, mais finalement, c'est plutôt positif l'idée de se dire que s'il y a un deuxième ou s'il y a un autre enfant, faut pas trop stresser, faut pas trop se prendre la tête. Je pense que c'est plutôt ça, hein, des finances, comment je vais faire pour gérer la crèche, pour gérer tout ça. C'est un autre sujet, ça. C'est compliqué. En tout cas, tu as plein de sujets qui font que ça peut stresser. Mais déjà, en tout cas, psychologiquement, en tout cas, avec tout ce que tu me dis, je vois bien que au fur et à mesure, ça va. Et Ça va puis, se l'enfant déliter. s'adapte. Et tout va bien. Après, c'est vrai que du coup, j'aimerais bien quand même parler du côté financier parce que c'est quand même un gros sujet. Enfin, qu'on en parle brièvement. Parce que je t'avoue, moi, on en parlait au début du podcast. Le petit message de Macron, là, son réarmement démographique alors qu'il n'a pas d'enfant, je ne l'ai pas trop bien pris parce que je me suis dit, tu n'as pas d'enfant. C'est quand même assez bizarre de dire aux femmes de aller faire des enfants, même si je comprends, parce qu'il y a une réalité sur le fait qu'on fait beaucoup moins d'enfants. Mais aujourd'hui, tu as quand même, moi je vois le prix, je paye ma nourrice 1 000 € par mois pour pouvoir garder mon fils. Aujourd'hui, je me dis, si j'ai un deuxième, 1000 plus 1000. Le deuxième n'est pas offert. 2000, comment on fait, tu vois? En fait, tu finis par travailler pour payer la nourrice et pour ne pas voir ton bébé tous les jours. Et le concept est fou. Et c'est fou, tu vois. On te dit d'aller au travail, ok, tu travailles, mais il faut payer la nourrice. Surtout quand tu gagnes tout juste ce qu'il faut pour payer la nourrice. Ou la crèche. Tu vois, même avec les aides de la CAF, en vrai, ça reste. Ce sujet est fou. Déjà, il y a une pénurie dans la petite enfance parce que c'est pas très bien payé. C'est pas facile, bah oui. Et que c'est un travail qui est quand même harassant. Quand on veut bien le faire, ça demande beaucoup d'énergie. Et il y a pénurie. Et en plus, du coup, ça coûte cher, en sachant que les femmes, elles n'ont pas forcément le même salaire que les hommes. Moi, j'ai une copine qui a calculé que si elle passait dans la tranche au-dessus, au niveau salaire, du coup, elle avait moins d'aide de la CAF. Et donc, finalement, elle ne gagnerait pas plus. Et qu'elle aurait peut-être plus intérêt à s'arrêter pour garder elle-même ses enfants. Wow. Et qu'en fait, elle aurait la même chose au final, en travaillant ou en travaillant pas. Donc c'est hyper compliqué. Je dirais d'autant plus en Paris où là où j'étais avant, c'était compliqué aussi, mais Paris, j'ai l'impression que c'est un cran au-dessus. Où déjà, il y a des parents qui jonglent entre une asthmate, une cofamille et une crèche. C'est hyper compliqué. Et c'est pour ça, réarmement démographique, oui, mais donnez-nous les moyens. Arrêtez de nous faire travailler 2 mois et demi après la naissance où le corps il est à peine remis. Et psychologiquement, on l'est pas encore. Les bébés, ils sont tout petits. Ils ont quand même des besoins qui sont encore intenses. Mettez plus de moyens de garde. Permettez aux femmes de tirer à l'été si jamais elles le souhaitent. Augmenter les salaires. Augmenter les salaires. Et voilà, puis un peu plus de bienveillance aussi. Totalement. Mais ça, est-ce que vous, dans votre communauté de sages-femmes, vous faites des remontées je ne sais pas si on peut dire des remontées à l'État ou si vous êtes dans des groupes de... Il y a des syndicats. Voilà, c'est ça. Me lance pas sur le sujet. Mais du coup, parce que finalement, nous, les mamans, on n'a que vous vraiment à qui parler. Bon, tu as les réseaux sociaux, mais voilà. Mais sinon, pour les personnes qui sont dans la santé, on n'a vraiment que vous à qui parler. Et puis vous êtes vraiment sur le terrain. Vous
vous voyez les problématiques que les familles rencontrent. Tu as des familles qui sont très, très, très précaires, qui pourtant travaillent. On ne peut pas dire que les gens ne travaillent pas. Ah ben non. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place aussi pour faire remonter un peu tout ça? Parce qu'on veut bien faire de deuxième enfant, mais voilà quoi. Oui. Ah oui, bah, déjà, il y a eu la commission des 1000 jours. Je ne sais pas si tu en as entendu parler en 2021. En septembre 2021. En fait, il y a une grande concertation sur tous les professionnels de la petite enfance, etc. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à 3 ans, à l'entrée à l'école, il y avait déjà des inégalités qui étaient marquées. Et du coup, on s'est dit, faudrait peut-être mieux accompagner les parents. Et donc, il y a beaucoup de spécialistes qui ont réfléchi sur le sujet. D'ailleurs, il ne me semble pas avoir vu beaucoup de puéricultrices invitées. Voilà, c'est quand même leur cœur de métier. Elles sont essentielles, ouais. Il y a des mesures qui ont été prises suite à la remise du rapport au gouvernement. Et dans ces mesures, il y a eu l'allongement du congé paternité qui est passé de 21 jours à 28 jours. D'accord. C'est toujours pas assez. Ouais. J'ai vu passer ce matin, alors info ou intox, une information comme quoi on montrait à 4 mois le congé pour les 2 parents, je sais pas quoi. Enfin bref, j'ai regardé en diagonale. Donc on sait que c'est des députés qui ont proposé ça. Donc on sait que c'est une mesure qui est essentielle pour réduire la dépression du postpartum, qui réduirait un certain nombre de problèmes de mode de garde, etc. Donc nous, c'est des choses qu'on va demander. Après, nous, en tant que sage-femme, on a notre syndicat de sage-femmes qui représente la profession de sage-femme, mais il y a aussi pas mal d'associations d'usagers qui se battent pour ça, il y en a beaucoup. Il y a, alors pour le coup, j'ai pas forcément toutes les sources, mais il y a pas mal de personnes qui travaillent sur le sujet. C'est juste qu'il faut peut-être plus de soutien pour les associations qui s'en occupent aussi, quoi. Et souvent, c'est quand on a le nez dedans qu'on s'y intéresse. Et parfois, on n'a pas le temps parce que dans les 3 premiers mois de la vie d'un bébé, on n'a pas forcément de temps pour l'associatif non plus, quoi. Mais non, on est persuadé que l'allongement du congé maternité et paternité, c'est non négociable, en fait. Un step one pour évoluer, quoi. Pour donner envie aux gens de faire un deuxième enfant aussi. Oui, surtout. Et du coup, est-ce qu'on a t'as des petits mots de la fin pour ce sujet du deuxième enfant, ou peut-être un truc qu'on a peut-être oublié, qu'on pourrait dire pour encourager les mamans, les papas, les familles sur ce sujet. Si vous n'avez pas envie de faire de deuxième, faites pas de deuxième. Si l'envie, elle est là, lancez-vous, vous vous débrouillerez après. Effectivement, il y a la question financière un petit peu à anticiper. Après, les gens finissent par se débrouiller tout le temps, mais à quel prix, quoi. Ouais. Et regardez les petites lignes des mutuelles, regardez vos conventions collectives du travail, parce que parfois vous avez le droit à plus de jours congé paternité, parfois vous avez des primes de naissance, etc. Donc ça, voilà. Et je fais partie des anxieuses qui ont besoin de tout anticiper, mais que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième enfant, ça se budgétise aussi. Oui. Est-ce que c'est pertinent d'acheter le berceau qui roule, je sais pas, à 300 €, ou est-ce que ça permettrait pas de payer un mois de plus de garde, en fait? Oui, c'est vrai. Ne pas... parce que tu as beaucoup ce truc de « je veux le meilleur pour le bébé ». Parce que ça, cette question du berceau qui roule, tu te dis tout ce que j'ai acheté pour le premier. Parce que pour le premier, tu fais des achats de ouf. Tu fais des gros achats. Tu te dis, mais... Et c'est là où on revient un petit peu à la culpabilité. Tu te dis, mais j'ai acheté une super poussette pour le premier. Pourquoi pas pour le deuxième? Et j'ai acheté un super berceau pour le premier. Est-ce que si j'achète pas pour le deuxième, ça veut dire que... En fait, pour le deuxième, tu sais que ce qu'il y a de meilleur pour le premier, c'est les bras de ses parents. Et ce sera le meilleur pour le deuxième aussi. Ouais, et d'ailleurs, tu vois sur Instagram tout ce que j'ai pas utilisé pour mon premier. Les choses qui m'ont vraiment été inutiles. Le super berceau auto-berçant, en fait, il n'y a que le chat qui l'utilise. Il l'utilisait pas. D'ailleurs, moi, j'ai la balancelle, il l'utilisait jamais. On l'avait payé 200 €, je crois. Il n'a jamais utilisé la balancelle. On aurait pu payer 2 nounous de nuit. On aurait pu payer 2 nounous de nuit. Et maintenant, il l'utilise, mais pour faire de la balançoire. Donc, franchement, inutile. Mais non, mais en tout cas, je suis très contente de t'avoir eu aujourd'hui sur ce sujet pour vous encourager un peu. Vraiment, comme elle a dit, il faut que vous vous écoutiez. C'est le plus important. Et l'idée, c'est que vous soyez ni démoralisés, ni en dépression, mais que vous puissiez vraiment vous écouter et que peu importe la situation, de toute façon, avec le temps, tout va bien se passer. Et moi, ça m'encourage un peu, du coup, d'avoir parlé avec toi. Ça m'encourage, pas d'avoir un deuxième enfant, et de ne plus avoir peur d'en avoir un. Oui. Donc, parce que moi, l'idée, c'était de me dire non, c'est bon, pour l'instant, c'est mort, pas de deuxième, ça demande trop de choses. Mais finalement, si tu me dis qu'avec le temps, etc., il y a plein de choses qui s'arrangent,
Attends que l'envie, elle arrive Voilà, là c'est ça. Il faut se laisser le et temps. que tu trouveras après. Ouais, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.